Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Alma Mater, un jeu de Virginio Gigli, Flaminia Brasini, Antonio Tinto et Stefano Luperto, à savoir les quatre fantastiques qui forment la Citoca, un groupe de designers italiens, qui va être édité chez Eggerspiel, mais pour la version française qui arrivera certainement plus tard, on imagine que ce sera pour Plan B, vu que c'est Plan B qui a racheté Eggerspiel il y a quelques temps, et donc ils feront certainement la version française, même s'il n'est pas encore officiellement annoncé. Alors c'est un nouveau jeu des auteurs qui ont déjà fait Terramara, on en a déjà parlé, qui était sélectionné pour les tests GA l'année passée. Ils nous proposent cette fois-ci de créer la meilleure université du 15e siècle. C'est l'époque où on a créé les universités de Turin ou de Bordeaux, de Poitiers. Et ainsi vous allez avoir un développement de votre université qui va essayer d'attirer à vous les meilleurs étudiants, qu'ils soient en art, en droit, en médecine ou encore dans les mathématiques, les meilleurs professeurs dans les mêmes types de sciences et effectuer toute une partie de recherche qui va se faire ici pour avoir la plus belle bibliothèque, la meilleure chose à leur proposer, tout en ayant des chanceliers. Donc on va en avoir un au départ du jeu, on pourra en avoir éventuellement l'accès à 3 autres en cours de jeu pour développer plus facilement notre université. Pour cela, on a une série de maîtres, des petits bonhommes ainsi, des petits meeples qui vont représenter les actions qu'on va faire dans le jeu. Et on va jouer sur 6 périodes. 6 périodes où on va effectivement placer tous ces maîtres, activer tous ces professeurs, et puis faire toute une action de fin de zone. Une fois que le jeu sera terminé, il y a sur votre plateau personnel le suivi des points de victoire de fin de jeu pour ne pas l'oublier. Alors comment ça va se passer? Dans la première phase du jeu, on va placer un maître ou activer un professeur. Alors, vos maîtres qui sont pour l'instant dans la salle d'archives, le petit symbole qu'on retrouve ici, et on va pouvoir le placer quelque part sur le plateau de jeu ou sur votre plateau personnel, donc sur un rond gris, rouge ou beige. On va pouvoir taper un professeur que l'on aurait, qui serait à côté de votre plateau, que l'on va pouvoir taper ainsi pour l'activer. Donc, à chaque tour de jeu, un maître ou activer un professeur. Donc, pour les maîtres, quand on va les placer quelque part, il y aura une différence si c'est une zone grise ou une zone colorée. Quand c'est une zone grise, le premier qui va se placer sur une zone pour activer l'action, qui va être activée immédiatement, eh bien, il va placer un seul maître. Le joueur qui va suivre, qui voudra refaire la même action, il devra en placer un de plus que la couleur la plus représentée. Autrement dit, ici, en placer 2. Si un autre joueur veut y aller encore, il va en placer 3. La première règle, on en place 1, et si un autre joueur veut y aller, il va en mettre plus que la couleur la plus représentée. Deuxième règle, on ne peut pas y retourner. Donc même si je voulais que j'avais encore 3 maîtres ici, je ne peux pas retourner une deuxième fois. Une fois qu'une couleur y est allée, elle ne peut pas retourner une deuxième fois sur la zone. Donc ça, c'est la règle très simple des zones grises. Les zones colorées, elles, n'ont pas cette limite. C'est-à-dire qu'on peut y aller une fois, on peut y aller une deuxième fois, et pour celle-ci, on va placer un maître à la fois. Pour celle-ci, on peut y aller plusieurs fois aussi et on décide le nombre de maîtres que l'on va placer. Alors, on peut commencer par parler de ceci. C'est assez simple, l'iconographie est très bien faite au niveau d'Alma Mater. Eh bien, selon le nombre de maîtres que je vais placer, 1, 2 ou 3, je les place d'abord du côté gauche et je vais en mettre à côté, et les joueurs peuvent en mettre plusieurs fois s'ils le désirent. Je vais ainsi toucher de l'argent immédiatement, 2, 5 ou 8 selon le nombre de maîtres. Évidemment, quand on place 3 maîtres en une fois ici, eh bien, on va faire très peu d'actions sur cette manche-ci, évidemment. Donc, il y a une gestion de l'argent qui est importante, mais on peut récupérer des sous ici. Ce qui va se passer, c'est que les maîtres qui vont être placés ici vont pouvoir redéfinir l'ordre du tour. L'ordre du tour, en fin de manche, il y aura une étape ici, ordre du tour, eh bien, celui qui est le plus représenté va devenir le premier joueur. Celui qui est deuxième va devenir le deuxième et les autres sont simplement glissés s'ils n'étaient pas présents. Si quelqu'un est arrivé une fois comme ceci et une fois comme cela par exemple, eh bien il est bien le plus représenté, ce n'est pas le premier arrivé. Par contre, en cas d'égalité, c'est le premier arrivé qui aura la première place, très simplement. On terminera par la beige et on va parler de toutes les grises. Alors, la plus simple des grises, je paye 10 sous pour gagner 7 points de victoire. Ici, je vais pouvoir payer 3 sous pour gagner un livre, 6 sous pour gagner un livre et un dictionnaire, ou 9 sous pour gagner un livre et 2 dictionnaires. Alors, il y a dans le jeu 4 couleurs pour les 4 joueurs qui représentent les livres de chaque joueur, et les dictionnaires sont
un livre vraiment à part. Profitons-en de 3 secondes pour parler de la qualité des pièces, qui pour une fois ne sont pas des petits cubes simplement en bois, et des très beaux objets livres qu'on nous a proposés. Donc je vais pouvoir prendre un livre de la couleur que je souhaite, que je vais prendre et que je vais mettre dans mon stock personnel. Je vais pouvoir prendre éventuellement un dictionnaire si j'ai payé 6 sous, et donc je vais prendre ceci pour mon stock. Très simplement. Les livres vont être une des monnaies du jeu, donc je vais en avoir besoin pour acheter plein de choses. Ici, c'est la recherche. La recherche, c'est cette zone ici qui va me permettre d'avancer. Alors 2 couleurs, la verte et la noire. La verte me permet d'avancer de 1, très simplement, pour arriver à la case suivante. La noire me permet d'avancer jusqu'à 3 fois, mais en payant les coûts. Pourquoi? Parce que dans cette carte-ci, il y a un coût à chaque étape. Chaque étape du jeu me permet d'avancer, mais en payant le coût. La première, par exemple, disait, pour avancer ici, je dois prendre un de mes mètres qui est dans mon archive, le symbole comme ceci, et qui va aller se reposer. Et donc, on va perdre un coup sur le jeu. Ici, on me parle de payer 5 sous plus 2 sous à ne pas payer, autrement dit. 5 sous à payer et je n'en paierai pas 2 par bonhomme que j'ai ici. Donc si j'en avais eu 2 précédemment, je n'aurais payé que 1. Et ici, on me propose de taper un de mes professeurs, donc un professeur que j'aurais eu personnellement, de le taper pour ne pas faire son action, donc ne pas l'utiliser ce tour-ci, ou de payer 5 sous. À chaque fois que j'arrive sur la dernière case d'une carte qui demande un paiement pour l'atteindre, eh bien je peux directement arriver tout en haut de la carte et je toucherai ici 3 points de victoire, 5 points de victoire, un dictionnaire et 3 livres différents. Donc à chaque niveau de carte, il y a un objet. Une fois que ma carte est terminée, eh bien, je continue sur la carte suivante et je vais ainsi avancer de carte en carte. Il y a 2 symboles importants dans le jeu, c'est le fait d'arriver en haut d'une carte, là-bas où il y a le petit V vert, et la première case qui est entourée de bleu, parce qu'elles sont rappelées dans certaines tuiles qui existent en jeu. Cette partie recherche-ci, très importante pour une autre partie du jeu qu'on va voir tout de suite, qui sont les étudiants. Les étudiants, quand je me place quelque part, je vais acheter un des étudiants de la ligne. Pour acheter un étudiant de la ligne, je vais payer le coût qui est indiqué tout en haut. Pour acheter un étudiant de ma colonne, payer 2 livres identiques et un autre livre. Donc les 2 livres doivent être différents. 2 livres identiques de la couleur que je désire. Un autre livre n'est pas un dictionnaire. Un dictionnaire n'est pas un livre, c'est vraiment un jeton très spécial pour ces symboles-là. Donc on retrouve le symbole de livre, ce n'est jamais un dictionnaire. Je vais donc payer le coût et je vais prendre l'étudiant. Plus on va vers les mathématiques, plus le nombre de livres et où la difficulté de l'acquisition est importante. L'étudiant que je prends, il va arriver sur mon plateau de jeu. On a déjà un étudiant en A actuellement, donc le suivant va arriver en B. Il y a des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui me permettent d'avancer dans ma zone. Je vais le placer ici en B. Le prochain arrivera en A, puis en B, puis en A, puis en B, et ainsi de suite. Quand j'arriverai à mon 5e étudiant, je pourrai avoir un de mes 2 mètres supplémentaires que je peux acquérir dans le jeu. Et donc, il viendra en plus directement dans mon archive. Il y a 2 mètres que l'on peut avoir en jeu, mais il y a 3 endroits où on va pouvoir récupérer 1 mètre. C'est en atteignant les 15 points de victoire et en récupérant l'objectif du buste qui se trouve ici. Je parlerai des bustes tout à l'heure. Quand j'arrive au 7e étudiant, je dois payer 1 sou pour le placer, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Donc très simple au niveau acquisition et placement pour l'instant. Il y a une petite différence, c'est qu'ici au-dessus, vous avez des 1, 2, 1, 2, 3 qui se trouvent dans chaque colonne. Ça n'a pas d'impact au premier tour, mais par contre, à partir du 2e tour, on va avoir des livres qui vont être positionnés sur ces symboles 1, 2, 3, 4 qui se trouvent ici. C'est-à-dire que le joueur qui va être le plus avancé dans la recherche, à cette phase de recherche qui se trouve ici dans votre plateau, on y reviendra, va être celui qui va être placé en 1. Donc ici, rouge, puis vert. Quand ils sont égalité, on les met toujours l'un sur l'autre qui est lié à la position de départ. C'est donc bleu et noir. Donc si quelqu'un arrive, c'est toujours celui qui est au-dessus qui a la meilleure réputation. Ça veut dire qu'à partir de la 2e manche, pour acheter un étudiant en art, il faudra payer 2 livres identiques, mais soit des rouges, soit des verts, parce que ce sont eux qui sont en 1 et en 2. Si je voulais acheter un étudiant en médecine,
je devrais payer 2 livres identiques mais obligatoirement des rouges, 2 livres identiques mais soit de vert soit de bleu et un dictionnaire. Ce qui veut dire qu'au niveau du jeu, avancer ici est très important parce que si vous êtes devant, vos livres vont être beaucoup plus recherchés et cela va avoir un impact sur vos finances. Grâce à la vente que vous allez faire aux autres joueurs des livres que vous allez vous-même proposer dans votre bibliothèque. Pour cela, on va utiliser le haut du plateau ici, où on va pouvoir stocker des livres. On va stocker des livres comment? Eh bien, en les produisant. Quand on va placer un de nos maîtres sur la première étudiante que l'on a sur le plateau, on va pouvoir d'une part avancer en payant le coût sur la piste de recherche, mais aussi payer 1 sou pour recevoir un livre à soi. Quand il y a une petite étoile sur le symbole de livre, c'est toujours un livre à soi. Et on peut le faire 6 fois, donc on peut payer jusqu'à 6 sous pour le faire. Au niveau du jeu, je vous conseille largement, si vous avez les moyens, de payer ces 6 sous parce que vous aurez besoin de ces livres. Les livres que vous allez pouvoir ainsi avoir, ils vont être placés, donc imaginons que j'en prenne effectivement 6. J'ai le choix entre les placer dans ma réserve, pour mon usage personnel, et dans ma bibliothèque. Si c'est le cas, on les place de la droite vers la gauche, dans sa bibliothèque, dans les cases qui seront associées. Ces livres aussi vont être maintenant à disposition des autres joueurs. Si un autre joueur vient faire l'action beige, il va pouvoir d'une part, s'il le désire, acheter des dictionnaires, ça coûte 4 sous le dictionnaire, et il peut le faire autant de fois qu'il le veut, ou acheter des livres dans la bibliothèque des autres joueurs. C'est cette partie ici. On peut aller chez un seul joueur, on ne peut pas aller panacher, prendre des livres chez plusieurs joueurs différents, et on va en acheter autant que l'on veut. À quel prix? Eh bien, au prix associé au livre juste au-dessus. Donc, si je veux avoir ces 2 livres aussi, ça me coûtera 6, 9 ou 13. On commence à acheter par la gauche et on paye le coût associé. Ces livres aussi donc, vont aller dans le stock du noir. Imaginons qu'ils prennent 2 livres. L'argent qu'ils payent vont chez le joueur qui les a vendus. Donc, c'est comme ça que l'on va avoir de l'argent facilement au niveau du jeu, beaucoup plus facilement qu'en allant placer 3 bonhommes là-bas. Parce que les autres joueurs sont intéressés par vos livres, surtout si vos livres sont en niveau 1, parce qu'alors la création des étudiants nécessite la présence de ces livres aussi. Il va prendre les 2 livres ici, il va payer 6 et il va quand même toucher un petit bonus, des points de victoire. Les points de victoire, ça dépend des 2 casiers dans lesquels il a été prendre les livres. Donc ici, c'est soit 2, soit 1. Il va prendre évidemment le plus grand. Ici, 2 points de victoire pour le noir. On va retourner sa tuile ici. Elle ne sera donc plus accessible pour prendre des points de victoire, mais elle sera toujours accessible pour stocker des livres. Ça ne changera rien pour elle. Donc ici, il touche 2 points de victoire. Il a été acheté. Il y a une seule fois 3. Il y a plusieurs fois 2. Il y a 2 fois 2. Tout le reste sont des 1. Au début du jeu, ces cases-ci sont placées de manière aléatoire. Et il y en a une dernière qui servira plus tard dans la phase de modification des déplacements de la bibliothèque. Donc, c'est la manière pour vous de toucher de l'argent et pour les autres joueurs de récupérer vos livres. Si un joueur ne produit pas, ça va être plus embêtant parce que ces livres à lui, ces couleurs-là, ne sera pas récupérable. Mais si, parce que la dernière colonne ici dit pour 4 sous, je peux prendre un livre d'un joueur. Donc si un joueur n'a rien mis ici ou que quelqu'un d'autre est passé avant vous, vous pouvez toujours aller acheter des livres de sa couleur au prix le plus fort, à savoir 4 sous par livre, autant que vous voulez quand vous faites cette action-ci toujours, mais l'argent qui est dépensé là-bas ne va pas chez le joueur, c'est pas lui qui le vend, c'est directement à la banque, et donc l'argent ne tourne pas dans le jeu. Si l'argent ne tourne pas, si les gens ne produisent pas les livres, votre jeu va être beaucoup plus serré et vous aurez beaucoup moins d'actions possibles à faire parce que vous allez perdre plus de temps à acheter des livres très spécifiques. Par exemple, un seul livre, autant l'acheter ici, il ne coûte que 3. Et vous aurez plus difficile à développer tout le jeu parce que les livres, vous allez en avoir besoin de beaucoup pour les étudiants, mais aussi pour les professeurs. Les professeurs, eux, il faut, quand on y va, payer 2 coûts. Le premier joueur qui veut acheter un professeur, donc je me place ici pour avoir accès à toute la ligne, eh bien je vais devoir payer l'argent qui est indiqué ici. Donc, si personne n'a encore acheté un professeur, je paye d'abord l'argent indiqué et ensuite je vais payer en livres. Combien de livres? Eh bien ici 2 livres, 1 livre, 1 livre. Là, je peux payer aussi bien en livre d'un autre joueur que en dictionnaire parce qu'il n'y a pas le symbole de livre en tant que tel. Donc si dans mon stock j'ai
entre ceci par exemple, j'ai déjà un dictionnaire, je vais rajouter un petit vert, voilà. Et je décide d'acheter ce professeur-ci qui me permettrait de faire 3 avancées payantes dans la recherche à chaque fois que je l'activerai et 4 points de victoire en fin de jeu. Je vais payer 5 sous, je vais payer 2 livres d'une couleur, j'en mets un ici pour bien indiquer la couleur utilisée. Je vais payer un livre vert et un dictionnaire par exemple. Les livres doivent être de couleurs différentes et ainsi j'aurai payé mon coût. Je prendrai mon professeur pour le mettre dans mon stock et le livre que j'ai payé le plus, à savoir ici le rouge, va être le livre qui va être placé sur le petit symbole ici. Dès que je prends le professeur, j'active son pouvoir, donc je peux avancer 3 fois, mettre ici un professeur qui irait dormir, taper un professeur qui n'est pas encore utilisé sans l'activer, taper un professeur qui n'est pas utilisé. Donc il faut avoir les moyens de le faire, sinon je ne vais peut-être pas chercher celui-là. Et le livre qui va se trouver ici, je vais devoir l'utiliser à chaque tour que je ferai l'action professeur. Donc je vous rappelle, vous placez un maître ou vous faites l'action professeur. Eh bien c'est le livre que je devrais payer pour le taper, pour l'activer. Donc à chaque fois que je voudrais activer ce professeur-ci, je devrais à chaque fois payer un rouge. Il est donc plus intéressant d'arriver à placer la couleur de son propre livre dans le jeu parce qu'il coûte moins cher à acquérir. On ne paye que 1 sou chaque fois qu'on fait l'action ici de l'étudiant pour acheter des livres de sa couleur, mais quand vous allez acheter chez quelqu'un d'autre, vous allez payer au minimum 2 sous par livre. Donc un gros intérêt à mettre sa couleur de livre tout en haut. Pourquoi? Parce que vous allez l'activer ici, mais en plus les autres joueurs, s'ils veulent aussi acheter ce professeur-là, imaginons même dans un autre tour, hop, je vais prendre mon petit copain noir qui va venir ici faire ça, il veut acheter lui aussi ce professeur, eh bien il devra payer 2 rouges, un vert et un jaune. Il n'a plus à payer l'argent parce que l'argent a été recouvert, donc on ne le voit plus effectivement dans le jeu, mais par contre, il devra payer le prix en livres qui a été défini par un autre joueur. Donc le premier a le désavantage de payer l'argent, les joueurs suivants ont le désavantage de ne plus choisir les livres qu'ils vont devoir débourser. Donc je vous rappelle, on se place, on paye l'argent, on définit les livres, on met un livre sur le professeur qu'on vient d'acquérir qui est le livre du haut, donc celui qu'on a payé le plus. Ici c'est 2 à 1, mais après c'est 3, 2, 1 et on monte jusqu'à 4, 3, 2, 1 pour les artistes. Et donc ce professeur-ci arrive chez vous, il est immédiatement activé, immédiatement tapé sans devoir payer le livre que l'on va placer au-dessus, donc le livre qui était le plus utilisé, et placé sur votre côté de jeu, tapé à l'entrée du jeu. Un petit tour des professeurs, alors pour vous dire quand même, lors de la mise en place, au niveau des professeurs, il y en a 4 sortes différentes, et donc on n'en utilise jamais que 2 dans une partie. Donc une grande rejouabilité au niveau des professeurs. Qu'est-ce qu'on a par exemple ici comme exemple? On va pouvoir donc avancer 3 fois ici. On va pouvoir remettre des livres quand on l'active. J'aurais peut-être dû d'ailleurs acheter celui-ci qui était le plus intéressant pour moi, vu mes ressources au départ, qui me permettrait donc ici, en le prenant, en plaçant mon rouge dessus, hop, je vais rendre celui-ci, en plaçant mon rouge dessus, le taper immédiatement et remplir toute ma bibliothèque de livres. Et donc à chaque tour, en payant un simple rouge, je remplis tout sans devoir donc perdre un mètre pour aller ici et sans devoir payer pour le faire. Mais par contre, ils sont remplis là-bas, ils ne sont pas arrivés dans mon stock. Donc il faudra quand même certainement faire ceci pour l'avoir en stock. Ce que l'on peut faire aussi ici, c'est acheter un étudiant en payant un livre de moins, un livre, pas un dictionnaire, monter gratuitement, soit payer 5 sous pour avoir 5 points de victoire et on peut le faire 2 fois, soit payer 1 point de victoire pour avoir 5 sous, on peut le faire 2 fois. Très bien, parce que sur 2 tours, on fait systématiquement 8 points de victoire, somme toute, vu que dans un sens, on retire 2 points de victoire pour avoir l'argent qui permettra dans le tour suivant de faire 10 points de victoire, donc un différentiel de 8. Ici, quand on achète toujours un étudiant, c'est bien le symbole des étudiants, vous retrouvez bien un petit peu les petites plaquettes, on paye 1 sou de moins et en plus on gagne des points de victoire selon le type d'étudiant que l'on a acheté, que ce soit du droit, de la médecine ou des mathématiques. Ici, on va avoir 1 point de victoire par professeur en bas, donc mathématiques, médecine, droit, ou 2 points de victoire par professeur des arts. Et c'est tapé immédiatement, donc c'est automatiquement y compris celui-ci. Et là-bas, 1 point de victoire par maître qui sont dans la zone de repos. Potentiellement, 6 points de victoire en début de tour si on commence par cela, en lui payant le livre nécessaire. Et n'oubliez pas les points de victoire qui sont sur les professeurs qui tourneront en fin de jeu. Et on a ici les chanceliers.
Les chanceliers, ce sont des objectifs à atteindre. Dès que quelqu'un va atteindre l'objectif qui est ici, il va pouvoir prendre un buste. Les bustes sont des cartes ici, il y en a un par joueur, qui permettent aux joueurs qui en disposent d'activer le chancelier qui est associé. Donc il y aura un chancelier qui sera aussi associé à cette carte-ci. Je l'ai mis sur le côté parce qu'il n'est pas encore placé en début de jeu. À chaque tour, je pourrais utiliser le pouvoir du chancelier, qui est parfois continu, qui est parfois en one-shot par tour, ça dépend. Simplement parce que j'ai la carte qui est associée. Donc je ne récupère pas la carte en tant que telle, je prends le buste qui se trouve à chaque fois en dessous. Ici, il faut avoir 4 dictionnaires et qu'un sou. Dès que je les ai, j'active, je prends le buste, je peux dépenser sur le dictionnaire et l'argent. Quand j'ai cet objectif-ci, automatiquement, j'ai aussi le maître qui va avec, donc qui est placé en plus dans mes archives. Ici, il faut avoir 3 étudiants qui sont en médecine ou en mathématiques, plus 2 cartes terminées, donc au moins ici. Et là, il faut avoir 4 professeurs. Dès qu'on l'a, on récupère, on a accès au chancelier. Il y a chaque fois donc un petit bonus qui va avec la récupération du buste. Donc ce sont des cartes qui vont me donner un gros bonus. Par exemple, celui-ci va me permettre de changer les valeurs de chaque zone ici qui auront un plus grand intérêt. On paiera moins cher pour avoir des livres, on touchera plus avec un bonhomme, on paiera moins pour avoir les points de victoire et le noir sera à 4 plutôt qu'à 3. Et bien ça c'est accessible dès qu'on aura fait l'objectif ici. Ici, si un autre joueur achète de vos livres, il gagne un point de victoire, vous gagnez un point de victoire et en plus vous recevez un livre de la collection du joueur qui l'a acheté. Un chancelier très puissant. Parce que la vente de livres, elle va avoir lieu tout le temps. Et les points de victoire, c'est très intéressant. N'oubliez pas qu'à 15 points de victoire, vous pouvez aussi récupérer un nouveau maître. Il y a donc 2 maîtres placés dans le jeu et il y en a un troisième. Le troisième, il va arriver ici en début de jeu. Chaque joueur va pouvoir choisir un maître dans l'ordre du tour qui va être défini. Et le 5e qui n'est donc pas pris va être celui qui va recouvrir ici. Par exemple, celui-ci, à chaque fois que l'on place un étudiant en B, on touche un dictionnaire et 3 sous. Il y a 10 chanceliers dans le jeu. Comme on n'utilise que 7 dans une partie à 4 joueurs, ça veut donc dire qu'il y a 3 chanceliers qui servent à la rotation et donc à la rejouabilité. Alors ces premiers chanceliers, comment arrivent-ils? Eh bien, au début du jeu, on va avoir des cartes en main. Chaque joueur va en avoir 4. Il va choisir parmi ceux-ci une carte qu'il va garder et il va passer le reste au voisin de gauche. Chaque joueur va faire ça, donc on va récupérer 3 cartes, on va en choisir une, on va passer, on va récupérer 2, on va en choisir une, on va passer, on va récupérer une. Des 4 cartes finales, il va en choisir 3 qu'il va garder et la dernière va donc être défaussée simplement. Hop, non, je ne prends pas celle-ci. Ceci va être son stock de départ, donc c'est ce avec quoi il va commencer à jouer. Ici, on retrouve dessous et directement un étudiant, je l'avais déjà pris, 5 livres de sa couleur parce qu'il y a l'étoile dessus. Je choisis d'en le mettre dans ma bibliothèque qui est légèrement vide ou je choisis de le mettre dans mon stock. Et ici, un dictionnaire, un livre d'une autre couleur certainement et 2 sous. Une fois que j'ai tout ceci, on va faire le total des valeurs blanches en haut des cartes. Celui qui a le plus petit chiffre va être le premier joueur. C'est comme ça que le premier ordre du tour est défini. On va aussi ainsi récupérer le placement de départ des joueurs. Donc, comme ceci. Le même ordre du tour que l'ordre du tour que l'on a ici. En cas d'égalité au niveau de la valeur, il y a un petit chiffre qui se trouve ici tout en bas. Par exemple ici S11. La valeur la plus petite sera donc le premier joueur. Donc les égalités sont systématiquement brisées par les valeurs des cartes que l'on va choisir. Celui qui aura le plus petit montant au niveau total des cartes, c'est parce qu'il aura choisi quelque part des cartes les moins puissantes que les autres. Et donc son avantage sera de pouvoir choisir en premier un des chanceliers disponibles. Donc on va choisir dans l'ordre du tour les chanceliers qui sont mis à la disposition. Qu'est-ce qu'on a ici par exemple? Une fois par tour, on peut détaper un professeur, ce qui permet donc de le faire 2 fois. Un professeur comme celui-ci, ça permet de gagner potentiellement 8 points de victoire par tour. Une fois, on dépense des points de victoire pour gagner des sous, une fois on dépense des sous pour gagner des points de victoire. Ici, on va pouvoir replacer le même nombre de maîtres qu'un joueur précédent. Donc plutôt que de devoir en mettre 2 parce que quelqu'un y est déjà allé, eh bien je peux en mettre un seul, vu qu'il n'y en a qu'un. Si par contre, le joueur noir avait placé 2 bonhommes, eh bien là je devais quand même placer 2 maîtres pour aller faire la même action.
Ça me permet de placer la même valeur, ça ne me permet pas de tout le temps placer que 1. Ici, si j'ai choisi au début du jeu, je prendrai une nouvelle carte en plus de setup, mais pour le reste du temps, à chaque fois que je taperai un professeur, j'aurai un point de victoire. Et celui-ci me permet de taper un professeur sans payer le livre quand on veut l'activer. Très puissant aussi. Des grandes puissances au niveau des chanceliers qui vont vous donner des voies de développement. C'est clair qu'on a un chancelier qui nous permet de détaper une fois par tour un professeur, on va réfléchir au professeur que l'on va pouvoir détaper à chaque tour pour l'activer le plus facilement possible. Quand on ne doit pas donner de livres pour activer des professeurs, on va se faire plaisir, on va faire des professeurs aussi. Donc ça dépend vraiment la zone et le chancelier que l'on va activer pour bien développer son jeu et bien utiliser au maximum les pouvoirs. Le tour maintenant des étudiants, souvent très simple. Quand il y a un éclair, ça veut dire que c'est immédiat. Quand il y a une petite main qui est placée ici, ça veut dire que ce sera en chaque fin de manche, à la période de récolte qui se trouve ici, où on va pouvoir activer le pouvoir de l'étudiant. S'il n'y a pas de précision, c'est tout le temps quand une action liée est faite. Ici, on va pouvoir gagner des petits jetons immédiatement. 2, 3, 4 ainsi. Donc il y a le 2 fait 4 et le 3 fait 3. On va pouvoir placer sur son plateau pour changer la valeur. Par exemple ici, je décide que ce sera un 3 et que là et là, ce sera des 4. On peut mettre une valeur supérieure ou égale à l'existant. Et à partir de ce moment-là, les joueurs qui décident d'acheter mes livres vont devoir payer beaucoup plus cher pour y avoir accès. Et donc, moins intéressant pour eux, plus intéressant pour vous. Vous freinez leur développement, vous maximisez le vote. Vous avez intérêt à être en recherche pour que le rouge soit devant, pour qu'ils aient quand même besoin de venir chez vous. Sinon, vous risquez de vous retrouver sans sous. Toujours un petit côté négatif à la chose. Alors, il y a une petite main, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on est en fin de manche, on peut rechanger. Si vous vous rendez compte qu'en fait les gens ne viennent pas chez vous, vous allez pouvoir peut-être les inciter en mettant des valeurs plus petites. On peut donc redistribuer les prix pour leur dire les gars, écoutez, je n'ai pas été sympa avec vous, mais allez, venez quand même m'acheter, j'ai vraiment besoin de sous en fait. Votre étudiante suivante, ici, donc je l'achète, je ne l'oublie pas, je la mets là-bas. Va me permettre de toucher de l'argent en plus quand je vais faire l'action rouge qui se trouve ici, qui est l'évêché. Et donc, si je mets 2 bonhommes pour faire mon action, je vais toucher 5 sous. Et comme j'en ai mis 2, je vais toucher 2 sous de plus. Et je vais faire en plus une action de montée payante, bien sûr, à ce niveau-là. Ici, j'avance et je peux acheter jusqu'à 8 livres. C'est la même tuile que votre étudiant de base, sauf qu'il permet de le faire 8 fois au lieu de 6 et qu'en fait, il permet de le faire 2 fois par tour. Une fois là-bas et une fois ici. Je touche un sou et à chaque fin de manche, je toucherai un sou et plus 4 livres. Alors, le plus 4 livres, ce n'est pas je touche 4 livres, c'est votre maximum en main en fin de manche. Votre maximum en main, il dépend de l'étudiant A le plus avancé. Donc, à la fin de chaque manche, on y arrivera ici, c'est la deuxième étape de fin de manche, on va voir le nombre de livres que vous avez dans votre stock. Eh bien, il est limité selon la petite valeur qui se trouve sur l'étudiant le plus avancé. Donc ici 7 livres. Eh bien, si j'ai dans mon jeu cet étudiant qui permet d'avoir 4 livres en plus, mon stock maximum est à 11 livres dans ma main. Très utile aussi. Dans les étudiants en droit, un sou, un dictionnaire, on touche un sou dictionnaire. À chaque fois qu'on prend un professeur, on avance gratuitement. Immédiatement 2 sous, chaque fois qu'on prend un étudiant, on gagne 2 sous. Quand on fait l'action beige, on le voit bien ici en dessous, on peut faire x2, c'est-à-dire qu'on peut acheter chez 2 étudiants différents. On peut faire 2 fois l'action, ou on peut par exemple acheter chez un étudiant et acheter un dictionnaire, ou plusieurs dictionnaires, ou aller chez 2 étudiants différents, c'est souvent le plus utile. En médecine, à chaque fois au-dessus, c'est plus ou moins le même symbole, c'est-à-dire on gagne 1 point de victoire par étudiant en B, éventuellement, y compris l'étudiant qu'on vient d'acheter, donc ici 2 points de victoire. Et ici, à chaque fois qu'on arrive dans la zone bleue de recherche, je vous avais dit que le bleu était un truc important, on a une avancée gratuite. Donc quand j'arrive ici, j'ai touché les points de victoire, j'avance encore de 1 parce que je fais l'action, qu'importe sa couleur, je paye ce qui est demandé et automatiquement j'avance de 1 gratuitement grâce à cet étudiant-ci. Et puis je peux continuer à faire mes paiements. 1 point de victoire par étudiant en B. Quand je prends un professeur, je n'ai pas besoin de payer l'argent qui est associé. Surtout utile en début de jeu, quand il y a encore plein de professeurs qui n'ont pas été achetés, ou quand on est en fin de jeu et qu'on veut dépenser ses derniers livres, mais qu'on n'a pas nécessairement l'argent. Ici, chaque fois qu'on prend un étudiant, on paye
un livre de moins qui peut être associé, cumulable avec un autre professeur qui est ici, qui dit qu'on paye un livre de moins. Un livre, ce n'est pas un dictionnaire. Et ici, immédiatement un point de victoire par étudiant en B, plus 4 sous et 4 sous à chaque début de manche. Les étudiants de mathématiques sont des points de victoire de fin de jeu. 3 points de victoire par buste que vous auriez chez vous. 2 points de victoire par professeur chez vous. 1 point de victoire par étudiant chez vous. 2 points de victoire par carte atteinte. Donc le haut de la carte chaque fois, le même symbole qu'on retrouve ici. Ces étudiants-là sont les mêmes pour toutes les parties, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de renouvellement. Le seul renouvellement, c'est la position au niveau des lignes. Et donc, quand deux étudiants qui sont très intéressants pour le début de jeu sont sur la même ligne, c'est plus embêtant parce que c'est le premier joueur qui va y aller. Donc, il y a une petite analyse là-dessus. Il y a une extension qui est prévue avec des étudiants supplémentaires, mais il n'y a qu'un type d'étudiant par faculté en plus, ce qui est un peu peu à mon sens. J'aurais bien aimé en avoir 3 pour tourner plus dans les étudiants. Début de jeu, je vous conseille de viser sur des étudiants qui vont vous permettre d'avoir de l'argent ou des économies à faire dans l'ensemble du jeu, tel que celui-ci qui permet de retoucher 4 sous à chaque manche, 1 sou à un dictionnaire, ou de payer par exemple un livre de moins à l'achat d'un étudiant. Donc très utile ce genre de tuiles-là, éventuellement celui-ci pour 1 sou à chaque manche et augmenter votre bonus. C'est vraiment 4 tuiles plus intéressantes de début de jeu pour vous développer plus facilement plutôt que de foncer sur des objectifs qui ne sont pas encore pris et qui ont habituellement un certain temps pour être développés. Une fois que tous ces étudiants, une fois que tous les maîtres et les professeurs ont été tapés, donc que tous les joueurs ont passé, certains vont pouvoir passer avant d'autres. Évidemment, si on met 3 maîtres ici, on va terminer son tour beaucoup plus vite par rapport aux autres joueurs. On va donc faire les actions qui sont ici de fin de manche. Première étape, redéfinir l'ordre du tour. Je vous l'ai dit, l'ordre du tour dépend du nombre de maîtres que vous avez placés ici et éventuellement de leur positionnement en cas d'égalité. On limite le nombre de livres que vous avez en stock qui dépendent de l'étudiant le plus à droite en A, éventuellement modifié par cet étudiant-ci qui permet d'avoir un plus 4. Donc tant que j'ai 11 livres pour l'instant, j'ai pas de problème. Si j'en avais 12, je devrais en jeter un. On définit l'ordre ici au niveau de la recherche selon l'étudiant qui est le plus avancé en cas d'égalité, toujours du haut vers le bas, qui va donc avoir un impact pour l'achat des étudiants à partir de la deuxième manche. On détape ses professeurs, on récupère tous ces maîtres pour les replacer dans l'archive, on avance de 1 dans l'ordre du tour et on fait la phase de récolte. Toutes les petites mains qui sont dans le jeu associées à votre couleur, vous allez toucher. Alors vous n'oubliez pas de toucher ici, selon votre positionnement dans la recherche, vous avez des petites mains qui sont associées, donc 3 pour le noir, 2 pour le bleu, 1 pour le vert et rien pour le rouge parce qu'il est trop avancé. Un petit peu une manière de réguler le jeu. Les cartes ici que j'ai avec une petite main, comme ici un petit sou pour moi, pour cet étudiant-là. Et puis ici, je vais toucher 1 sou par livre que j'ai encore dans ma bibliothèque, ce qui veut dire que quand j'ai acheté ici, que je les ai placés, que les joueurs ne l'ont pas acheté, ne m'ont pas ramené de l'argent, c'est pas grave, parce que l'argent que j'ai dépensé ici va quand même être de retour dans ma main en fin de jeu. Donc 2, 4, 6 livres ici, je retouche donc 6 sous, et puis je vais prendre ma dernière tuile, celle qui était placée à droite, je vais pousser toute ma bibliothèque d'un cran, qui va donc modifier le prix des livres existants. Si un livre sort, il repart à la défausse. La tuile qui sort vient ici pour la fois suivante. Si la tuile qui sortait était une tuile qui avait été activée, qui était côté noir, elle revient côté noir et elle sera repoussée côté noir pour la suite. Donc c'est vraiment une seule fois qu'on va toucher les points de victoire associés à une étagère. On va donc jouer comme ça 6 fois. À la fin de la 6e manche, quand on arrivera à l'étape ici, on vous dit d'avancer d'une fois, mais vous êtes déjà en 6, vous allez avancer dans les points de victoire. Ce qui veut dire qu'à la fin de la 6e manche, il n'y a plus de phase de récolte, de toucher de l'argent ou de déplacer ceci. On s'arrête ici, plus de dernière phase de récolte. Et on arrive sur votre plateau où vous allez faire les actions de fin de jeu. Chaque livre qu'il vous reste en stock vaut 1 sou. 4 sous, 1 point de victoire. Un dictionnaire, 1 point de victoire. Selon le positionnement dans les recherches ici, vous allez avoir 12, 7 ou 3 points de victoire. Il y a les valeurs aussi quand on joue à 3 joueurs, savoir 12, 5, 0. Donc le 4e, le dernier au niveau du classement, ne touche à rien. On va ensuite multiplier le nombre de professeurs que vous avez par la hauteur de recherche que vous avez atteint. Donc le nombre de cartes que vous avez atteint. Donc ici, je n'ai pas atteint la carte, il faut arriver jusqu'au-dessus. Ce qui veut dire qu'ici, je n'aurai que 1 fois 1 professeur,
1 point de victoire. La recherche et les professeurs, c'est bien lié. Il y a moyen au niveau du jeu d'atteindre quelque chose comme 16 points de victoire, autrement dit une 4e carte ici et 4 professeurs, c'est franchement réalisable. Je ne dirais pas ainsi, mais c'est franchement réalisable. Vous allez avoir les points de victoire associés à chaque professeur que vous avez acheté, donc les professeurs les plus hauts valent plus de points de victoire. On va avoir les points de victoire selon l'objectif associé à chaque étudiant de mathématiques, les cartes, comme on a dit, les étudiants, les professeurs ou encore les bustes. On va ensuite multiplier le nombre d'étudiants que l'on a en A par le nombre d'étudiants que l'on a en B pour avoir des points de victoire. Ici, 2 x 2, 4 points de victoire. Et puis, selon le nombre de bustes d'objectifs atteints ici, on aura 12, 7, 3 ou 0 points de victoire selon on a beaucoup de bustes ou pas beaucoup de bustes. Fin du jeu, c'est très simple, c'est très clair au niveau des iconographies. Il est donc en anglais uniquement pour la version qui va sortir ici fin août, mais il n'y a pas de texte dans le jeu à part les chanceliers, mais c'est du texte basique, vraiment basique en anglais, et puis il ne sert à rien parce qu'en fait l'iconographie suffit pour comprendre ce qu'ils font. Mais faites-vous plaisir, attendez la version française, ça posera aucun problème. Un très beau matériel avec ces livres ici, un plateau très bien fait, très lisible, très joyeux, très coloré, moi j'aime beaucoup. Et on va avoir ainsi des parties qui vont durer, on va compter une demi-heure par joueur, peut-être 40 minutes dans les premières parties, le temps de bien comprendre comment ça va. Mais une fois que le jeu tourne, on peut même descendre sous la demi-heure, donc on peut terminer une partie en 1h40 à 4 joueurs sans aucun souci. Parce qu'on va savoir très facilement vers quoi on va et chaque joueur va développer son jeu et aller le plus loin possible dans ses objectifs, dans sa manière de faire. Mais il y a vraiment beaucoup de manières de travailler, d'agir, d'être premier, pas premier pour prendre quelque chose. On a moyen de jouer une partie en allant très peu souvent quand on ne sait plus que faire avec son dernier maître parce que les autres options sont déjà prises et que vous n'avez pas les moyens, on va peut-être plutôt chercher de l'argent. Mais il y a moyen vraiment d'aller très peu ici, éventuellement pour redevenir le premier joueur, pour être certain d'aller chercher quelque chose. Mais c'est perdre beaucoup d'énergie que d'aller chercher des sous ici. Si vous avez bien développé votre bibliothèque, les autres joueurs vont aller chez vous pour en acheter. Si tous les joueurs ont bien été chercher des tuiles qui ramènent de l'argent à chaque début de manche, ils vont avoir besoin de moins d'argent à chercher pour le reste. Et comme je dis, il y a une certaine rotation. Si vous reste des livres, vous récupérez des sous. Donc il y a moyen de commencer chaque manche avec une dizaine de pièces qui vous permettent tout de suite d'aller acheter chez un autre, de remettre des livres chez vous et de se débrouiller comme ça. C'est donc une belle réussite au niveau de l'ensemble. Il tourne aussi bien à 3 qu'à 4, mais bien qu'il y ait un plateau de jeu pour 3 joueurs de l'autre côté, il est un poil mieux à 4. Pourquoi? Parce que là, vous avez 4 couleurs de livres et ça vous donne plus de choix pour acheter des livres chez les autres joueurs. Et puis aussi, quand vous achetez un professeur ici où il faut 4 couleurs de livres, eh bien, vous n'êtes que 3 joueurs, il manque une couleur, il y a systématiquement au moins un dictionnaire dans ce que vous allez mettre ici. Ce qui veut dire qu'on doit aller chercher plus spécifiquement des dictionnaires qui sont plus chers à l'achat, qu'on a aussi besoin obligatoirement pour acheter des étudiants qui se trouvent ici. Mais c'est un petit peu plus compliqué ainsi. Puis quand vous passez derrière un joueur qui vient de se faire vider la bibliothèque, vous vouliez aussi sa couleur, ça va coûter beaucoup plus cher. Et donc si ça coûte plus cher, ça limite un petit peu plus vos options d'argent et donc de développement, donc d'acquisition. Et tout est un petit peu lié. Un cran au-dessus à 4 joueurs, très bien malgré tout à 3. Mais si on analyse un petit peu le jeu dans ce sens-là, c'est vraiment ce qu'on va voir. Pour le reste, des chanceliers parfois plus forts les uns que les autres. Les professeurs, ça va parce qu'au final, chacun a vraiment son avantage. On va pouvoir en tirer quelque chose à différents moments du jeu. Vraiment des étudiants très utiles, très importants en début de partie, ce qui veut dire que la sélection de vos cartes dès le départ, qui va être axée soit pour aller chercher un chancelier que vous trouvez le meilleur de tous et que vous ne pouvez pas rater, auquel cas vous allez prendre vraiment des trucs tout petits à chaque fois pour essayer d'être le premier à vous placer, au risque que ce ne soit quand même pas vous parce que quelqu'un d'autre l'ait fait aussi, que vous allez vous trouver avec le deuxième choix mais avec une main moins bonne, ou vous vous en moquez, vous prenez les trucs les plus chers qui vous rapportent des choses avec une grosse économie. Avoir directement un étudiant, c'est économiser 3 livres quand même malgré tout.
Donc ce serait récupérer un truc avec 3 livres. Ici j'ai 5 livres, mais c'est uniquement 5 livres de ma couleur, donc ce n'est même pas suffisant que pour aller chercher l'étudiant. Donc je vais vraiment avoir une réflexion sur l'ensemble de mon jeu dès le départ, dès la mise en place. Donc très bien cette gestion de draft, très bien ces différents chanceliers, les objectifs. Là aussi ils varient à chaque jeu, les cartes ici varient à chaque partie aussi. On a tout un stock qu'on va tirer dedans. Les seules choses qui ne varient pas sont donc les étudiants, à part la petite extension qui va arriver avec un petit supplément au niveau des étudiants. Et vous allez voir que les parties vont s'enchaîner et au final, on peut malgré tout faire largement le tour du plateau parce qu'on peut avoir 16 points de victoire par ici, on peut retrouver des étudiants 5 et 4. J'ai vu des gens qui arrivaient à monter tout au-dessus alors que ça semble impossible dans ces premières parties tellement on se sent étriqué dans ces options. Mais ça dépend vraiment des joueurs. Et la clé est sur le fait de charger cette bibliothèque-ci pour que les autres joueurs puissent venir l'acheter et faire ainsi tourner l'argent d'un joueur à l'autre et vous permettre de vous développer, d'avoir les moyens de faire des acquisitions à gauche ou à droite. Voilà, je pense que j'ai tout dit de ce très bon jeu de la Chitoka. Donc chez Eggerspiel, plan B certainement pour le français, en tout cas j'imagine. Je vous souhaite une bonne journée et bon jeu.